Allez, c'est parti, on va commencer la préparation sur la Ducati Diavel V4. J'ai été la chercher hier avec Thibaut à la concession directement. Et bah pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller la voir directement, la remise des clés en concession, l'achat de cette bécane de fou, elle est là, elle est juste à côté de moi. C'est... Alors, pour vous donner déjà mes premiers ressentis de roulage, c'est une moto qui est vraiment incroyable en termes de fluidité. Ça roule bien, le moteur est bien coupleux, on est sur un V4, donc ça tourne rond, c'est vraiment bien. Par contre, ça demande quand même de rouler assez haut dans les tours pour pas sentir de vibration ou de secousse. Là, on est limité à 5000 tours minute sur celle-ci puisque c'est une moto qui est en rodage, elle est neuve. Hein. Donc, on vous fait gagner une moto neuve, encore une fois. D'ailleurs, pour participer, hein, rendez-vous directement sur frenchmotoprojects.com, t'achètes ton t-shirt et tu peux participer pour remporter cette moto qui est en tirage au sort par huissier de justice, comme d'habitude. C'est le 12e concours qu'on fait actuellement. Donc, on est rodé, vous êtes rodé, vous savez comment ça se passe. Mais pour les petits nouveaux qui arrivent régulièrement, eh bien... tout est inscrit directement sur le site frenchmotoprojects.com, tu as le lien dans la description et il y a le règlement, il y a tout, tout est expliqué sur le site, tu peux pas te planter. Là, je vais m'occuper de la préparation de cette moto. On va faire assez sobre sur cette bécane parce qu'elle est déjà incroyable, c'est quand même une moto à 30 000 €, donc on va pas lui mettre pour 15 000 € de préparation dessus, ce sera un petit peu ridicule. Covering total sur la bécane, je vais la couvrir avec un covering noir mat métallisé. C'est un peu bizarre d'avoir du métal, du métallisé avec du mat, mais ça va être super. Et en fait, je suis obligé de faire ça parce que on met un kit déco de chez Dabrabit. Il est ici. C'est des Sud-Coréens qui font des kits déco. Donc on voit hein, la couleur. De toute façon, vous l'avez déjà vu terminer hein, si vous voyez cette vidéo. Mais on est sur une couleur très flashy qui change du rouge Ducati. Tout simplement parce que une Ducati rouge, on en voit de partout, c'est banal comme une Ferrari rouge. Et je voulais en fait avoir un impact visuel qui soit complètement différent et qui choque en fait les habitués de Ducati. Donc on n'en voit quasiment pas en bleu, pour autant dire jamais. Donc là c'est pour ça qu'on est parti sur cette couleur là. Et avec des touches d'or, il va y avoir des touches dorées, anodisées. Puisque là on va changer tout ce carter moteur pour pouvoir mettre un embrayage visible sous un verre Lexan et les fixations de l'embrayage et tout derrière seront aussi couleur dorée, anodisée dorée. On a aussi des belles pièces qu'on a pris directement à la concession. On a le cache, un petit cache là qui va aller sur le devant du réservoir, tout en carbone Ducati Performance. La très belle pièce. Garde-boue avant, le garde-boue avant aussi tout en carbone, magnifique, super léger, hein, ça pèse que dalle. Bon déjà un garde-boue en plastique ça pèse pas lourd en temps normal, mais là ça va peser encore moins lourd, mais c'est surtout esthétique. Et un bouchon de réservoir Rizoma, là on est sur 1000 balles de pièces, hein, ni plus ni moins, c'est juste pour ces trois petites pièces là, on est déjà sur du 1000 balles. En fait le bouchon de réservoir il est gris, comme ça. Donc pareil, hein, ça va pas coller avec le reste de la déco de cette bécane. Donc c'est pour ça qu'on le change. Il y a des pièces qu'on a l'habitude de changer et qu'on va absolument pas changer ici. Déjà l'échappement. Quand on voit la gueule de l'échappement, 4 sorties comme ça, clairement ce qu'on voit sur le marché en échappement, déjà ça coûte une blinde. Si on vous partez par exemple sur la ligne Accra, tout en titane, on est sur du 5500 € dans un échappement, clairement. C'est pour faire un petit peu plus de bruit, avoir plus de perf, ce qui n'est pas forcément nécessaire sur une moto qui fait déjà 162 chevaux pour 210 kg. Clairement, t'as pas besoin de plus de puissance là-dessus, ce serait complètement ridicule. Et elles sont pas esthétiques, elles sont pas très belles. Il y a de la Terminoni qui est assez sympa, mais pareil, ça coûte un bras aussi. Et là, en termes de sonorité, sur l'échappement d'origine, je trouve que ça sonne déjà pas mal. Ça sonne largement bien. En fait, quand on roule, on l'entend, donc ça suffit pour moi. Et en termes d'esthétique, je l'adore. Je le trouve visuellement super intéressant. Il est pas trop gros. Et il colle en fait avec le look global de la moto. On est sur un V4, il y a 4 sorties. Voilà, pour moi, ça servait à rien de le changer. C'est pas une question de tarif, c'est juste une question d'esthétique pour moi. Ça servait pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on va faire la sellerie. Je m'en occupe tout de suite. Je vais la démonter directement et je vais l'emmener chez Get Sellerie pour modifier tout ça, pour faire une belle sellerie sur mesure. Donc, on a la selle passager qui est sous la coque. Je vais démonter tout ça. Je vous montre ça rapidement à quoi ça ressemble en démontage. Et puis je m'en vais directement en 5e vitesse, puisque là je me laisse même pas une semaine pour faire l'ensemble de la prépa complète sur cette moto. Donc autant dire il va falloir que
ça va se mettre un petit peu. Et les rétroviseurs, donc les rétroviseurs, d'habitude c'est le premier truc que je change. Là, pour avoir roulé avec, ils sont d'un super format. On est sur des rétroviseurs qui ont de la gueule, qui ont la taille nécessaire pour bien voir et qui sont esthétiquement pas dégueulasses, ça colle parfaitement avec la moto. Pareil pour les clignotants avant, ils sont bien dissimulés, ils sont ici donc on les voit quasiment pas. Ils ont un effet défilant aussi qui colle bien, donc ils vont bien rester ici. Les couvercles pour l'hydraulique, donc pour l'embrayage et pour le frein, pareil, ils sont beaux avec l'inscription Ducati qui a été poncé, qui a embrossé, c'est super beau. Donc pas besoin de changer ça non plus. L'optique avant, il est sublime, c'est parfait. La fourche, elle est déjà noire, c'est parfait. Donc là, on va couvrir ça, forcément. Il n'y a pas grand-chose à changer, en fait. Cette moto, elle est déjà incroyable. Le feu arrière, bon, le feu arrière, il est là-dessous. C'est tout ce qu'il y a là, sous la grille. Je vais vous montrer en détail. Dans la vidéo, vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas besoin de changer. Là, la poignée, on a la poignée passager ici qui s'enlève. Enfin, tout est super bien pensé. Les cale-pieds, là, regardez-moi ça. Cale-pieds passager, ils sont super bien positionnés pour le passager. T'as pas les jambes qui sont pliées en 10. Hop, tu le mets, tu les vois plus. Voilà. Allez, je m'en occupe, je démonte ça. Thibaut, il était chicolé. Ça a l'air peser lourd. Alors, on va démonter la selle. Encore une fois, c'est toujours très bien caché. C'est là derrière, on a la serrure qui est ici. Et ça enlève la selle passager directement, que je tire pas comme un con et que j'arrache pas tout. En plus avec une main c'est toujours un peu compliqué. On dirait qu'il faut tirer vers l'avant, mais ça vient pas. Tac, comme ça. Hop, petite selle passager, je vais enlever la coque, parce que sinon le sellier il va pas faire ça par-dessus, ça serait complètement con. Elle a l'air super confortable, je pense qu'on va même pas changer la mousse, on va juste faire un habillage. Enfin, en tout cas pour ce que j'en ai roulé, c'était déjà très confortable. On dirait une mousse, enfin une selle en gel. Ça m'étonnerait parce que le gel ça vieillit très mal. Donc ça m'étonnerait que d'origine ils mettent ça. Alors, tiens, la selle passager tient la selle conducteur. Ok. Elle est assez fine, mais franchement j'ai été confort dessus. Bon, j'avais un peu de fourmis aux couilles, mais ça c'est le stress. Oh, on a une boîte à outils vide. Il y a juste une petite clé. Il n'y a rien d'autre dedans. Ça veut dire qu'elle tombe pas en panne. Ça c'est bon signe. Bon, la selle est chez le sellier et là je vais m'attaquer au démontage complet des éléments de carrosserie de la bécane. Donc on a déjà la coque arrière, ça c'est fait. Ça va partir. Et en fait, là, je dois m'occuper du covering de tous les éléments en rouge. Donc, pour commencer, au niveau du covering, je vais devoir faire un covering complet des éléments puisque on va installer un kit déco d'Abrabit. Et ces kits déco, en fait, c'est plusieurs éléments comme on avait fait sur la 1300 GS. On avait à peu près 80 éléments de stickers, de vinyle à mettre sur la bécane. Et bien là, ça va être pareil. Mais le problème c'est que la base elle est rouge. Sur la GS ça posait pas de problème, la base elle était grise et noire, les éléments étaient gris et noirs, donc on voyait pas les éléments de carrosserie du dessous. Là on va y voir, parce que je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En gros là on a un élément qui est le flanc du réservoir. Ce flanc de réservoir là, comme vous le voyez, il prend pas l'entièreté du réservoir. Donc quand je vais mettre un autre élément à côté, il va y avoir un jour, en fait, une marge de colle et cette marge-là, elle va être visible. Donc du coup, ça va être rouge. Donc clairement, le rouge avec le bleu comme celui-ci, bleu-vert, ça colle pas du tout. Donc il faut d'abord que je fasse une base noire. Et pour faire cette base noire, eh bien, j'ai acheté du vinyle. On est sur du 3M, du 2080 pour ceux qui connaissent. C'est un vinyle qui se pose assez facilement, c'est anti-bulle, etc. Et ça va vraiment me permettre d'avoir une base propre, une base foncée, une base noire, pour pouvoir après mettre mes éléments par-dessus. Donc ça va pas être très simple à poser, la base va être assez simple à poser, mais c'est l'élément après qui va être compliqué à poser. Il va falloir que je le pose en une seule fois et je pourrai pas faire une reprise de vinyle pour pouvoir y recoller, parce que sinon ça va arracher le vinyle du dessous. En tout cas, c'est ce que j'imagine, c'est une hypothèse, j'ai jamais fait de covering sur du covering. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais je pense que ça va bien se passer. Donc là, je vais démonter tous les éléments de carrosserie. Là, j'ai du 2 mètres par 1m52. Vous voyez, je suis petit, hein, je fais 1m70. À côté d'un rouleau d'1m52, je suis pas énorme. Bon allez, c'est parti, je m'occupe du démontage, je vous fais passer tout ça en timelapse. Et après, on passe au covering. Alors avant de commencer le timelapse, je voulais juste vous montrer ce petit élément qui va être facile à couvrir. Mais pour tous les possesseurs de Diavel, qui ont ce modèle exactement de Diavel V4, faites gaffe parce que ça s'enlève comme ça.
Pas de vis, il y a rien, c'est juste emmanché. Donc si tu veux éviter de le perdre, je te conseille de mettre juste des petites vis en dessous. Tu peux en mettre, vis rondelle, tu peux en fixer pour éviter de perdre cet élément, plutôt qu'on peut le voler. Alors finalement, sans compter le réservoir qui est toujours sur la moto, on a tous ces éléments à couvrir en vinyle. Donc une fois que tu fous ça au sol, tu comprends un petit peu le problème, hein, tous les éléments qu'il y a à faire. Bon, ça va, c'est pas des éléments qui sont très gros, ils sont juste relativement complexes, hein, pour certains comme les écopes ou le sabot qui a des formes très particulières. D'ailleurs le côté gauche du sabot a absolument rien à voir avec le côté droit du sabot, mais vraiment rien. C'est assez intéressant à voir. Et ces éléments là, ces trucs là, donc en fait c'est des caches qui sont sur le moteur pour cacher toute la partie électronique du moulin. Et du coup on voit la tête du cylindre arrière. En fait on a un cache en plastique avec l'écriture V4 Gran Turissimo sur le flanc. Puis on a la même chose sur celui-ci, si j'arrive à la voir. Sur celui-là, il y a quand même pas mal de taf. Par contre, c'est intéressant, c'est de la voir à poil. C'est que là, on voit la densité de câbles, de durite, de tout. Là, on se rend compte aussi de la taille du moteur qui est vraiment énorme. C'est assez impressionnant à voir. Par contre, il y a un truc, c'est des motos à 30 000 €. Et je suis toujours choqué de voir l'électricité par où ça passe. Là, par exemple, ce tauron, là, en fait, tout ça, c'est caché. Donc ça va. On a déjà les 3/4 qui sont cachés. Mais ce gros tauron, avec un câble avec des écritures blanches, un autre qui est satiné, lui il est brillant. Là on en a un en fil tressé qui sont tenus par des sortes d'élastiques. Et puis on a ces grosses fiches là, donc on voit toutes les fils, toutes les couleurs. Le bleu blanc, le jaune noir, le rouge vert, on voit toutes ces couleurs là. Et puis la petite numérotation front 2 pour vous dire que c'est l'éclairage avant qui passe par là. Et bah ça je trouve ça complètement con d'avoir ça ici. Pourquoi ils ont pas... De l'autre côté, il y a des caches en fait qui viennent cacher les grosses urites de refroidissement. Pourquoi on n'a pas fait un cache qui vient cacher ce gros truc dégueulasse, qui vient couper en plus en plein milieu l'architecture du moteur, en fait, l'esthétique du moteur. Je trouve ça bizarre en fait d'avoir foutu ça là comme ça. Pour des motos à 30 000 € en tout cas, une petite durite un petit peu esthétique pour cacher l'ensemble de ce truc dégueulasse, bah, ça aurait pas été du luxe, tu vois. Bon après je pense que des accessoiristes ont déjà pensé à ce type d'accessoires pour changer tout ça, mais bon voilà, c'était juste pour dire, à chaque fois, enfin après je suis psychorigide hein, sur les fils, je déteste voir des fils dépasser sur les motos, surtout du fil électrique avec des broches comme ça, avec les couleurs des fils, ça c'est inadmissible d'avoir ça sur une brelle, de visible. Autant une 125 à 2000 €, je veux bien, et encore, ça existe même pas sur des 125 à 2000 €. Mais sur des grosses 1200 comme ça, des motos très exceptionnelles à un tel tarif, non, pour moi c'est pas acceptable d'avoir ça. Donc je vais essayer de remédier à ça. Allez, maintenant, je m'occupe de démonter le réservoir. Je l'ai entièrement vidangé et il a l'air assez léger. Donc, je vois que c'est sur un pivot ici. Là, j'ai 2 durites là. Ouais, bon, ça m'a pas l'air bien complexe tout ça. Ça va être certainement un des réservoirs les plus simples que j'aurais eu à enlever parce que je vois pas... Ouais, je vais pas parler trop vite non plus. J'ai enlevé ces 2 petites durites ici. Ça, c'est encore des durites à la con pour ces normes à la con. Putain. Donc durite c'est fait. Ensuite on va libérer l'axe arrière. Bon, pour une fois on a un réservoir qui est quand même assez bien fixé. Bon, ça tombe pas plus loin. Donc on a tout le dessous qui est... On va enlever cette broche là. On va enlever celle-ci. C'est assez pratique hein, comparé à d'autres où t'es obligé de démonter tout ça sur le réservoir. C'est très chiant. Et lui comment il fonctionne? Bah t'appuies là et c'est bon. Putain, incroyable comme c'est facile. Et voilà le réservoir qui est relativement léger. Maintenant je vous montre du coup la moto complètement à poil, parce que je sais que vous adorez ça, voir les motos à poil, bande de pervers. Allez, hop, petit tour du propriétaire. Sous le réservoir, sous la selle, tout ce qu'on a.
Hop, on a ici nos durites, ça c'est pour le réservoir. Pour l'essence, c'est l'arrivée d'essence. Ça, c'est pour la pompe à essence. Ça, c'est pour la jauge à essence. Et après, bien, on a tout ça là-dessous. On a un paquet de trucs que je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. D'ailleurs, certainement les calculateurs qui sont là-dessous. Vu la taille des broches, on a 2 grosses ici, on a une grosse là, on a la batterie qui est sous le réservoir, donc du coup pas très pratique pour aller la changer. Mais bon, c'est en fait on voit le réservoir, il est sur cet axe ici, il peut pivoter sur cet axe. Il suffit de laisser ça et de dévisser le réservoir sur les côtés et de le faire basculer pour accéder directement à ça. Donc on a vu plus pratique, mais bon, ça reste encore assez simple à faire comparé à une MV Agusta comme je vous avais expliqué à l'époque, où c'était carrément sous le réservoir à ce niveau-là. Enfin, c'était un vrai merdier. Il fallait tout enlever. Donc là, hop, je vous montre tout ça parce qu'on a de la grosse durite ici, grosse durite de refroidissement. Voilà, on a aussi, on a du câblage de partout. En fait, maintenant c'est ça les bécanes. On a du câblage dans tous les sens. Ça ressemble à, c'est des vrais monstres. Mais c'est intéressant en fait de savoir justement ce qu'il y a là-dessous, comment c'est foutu, comment c'est pensé, etc. C'est vraiment, on comprend en fait pourquoi ça vaut aussi cher ces bécanes. Donc là, on est sur un cadre avec moteur suspendu. En fait, c'est le moteur. Il y a pas de cadre qui passe sous le moteur. Il est accroché, il est suspendu au cadre directement. Le filtre à air, ça, je voulais vous le montrer. Dans la vidéo de présentation, on voit pas bien. En fait, on voit directement le filtre à air ici. C'est incroyable. Donc lui, il bouffe certainement de la merde. Bon, c'est pas en direct, hein, ça vient pas directement, comme ça vient sur le côté. Donc ça prend vraiment l'air par rapport aux ouïes sur les côtés. Mais on voit en fait le filtre, hein, même quand tout est monté, on voit ce filtre-là directement. C'est pratique pour le changer, tu me diras. Voilà pour l'avant avec ce phare qui est magnifique. Bon, j'ai enlevé le garde-boue aussi parce qu'on va mettre de la pièce Ducati Performance. Et puis là, regardez-moi ça, c'est à la lumière, c'est incroyable en fait de voir tout ça. Regardez tout ce micmac, toutes ces durites dans tous les sens, ces câbles électriques. C'est vraiment impressionnant à voir. C'est là où on se rend compte que c'est vraiment une grosse bête. Et à poil, elle est toujours aussi impressionnante parce qu'en fait, on voit toujours cette grosse roue arrière et cet échappement que j'adore. Hein. Il a vraiment un look, cet échappement, pour l'échappement d'origine, entre sa sonorité et puis son look. Ils ont vraiment rien loupé là-dessus. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc on voit, on a quand même des éléments noirs brillants sur la bécane. Donc on a déjà des rappels de noir brillant qu'on va accentuer un petit peu de partout sur pas mal d'éléments. Oh, cette jante, regardez-moi cette jante, un petit peu caca, un petit peu crade. Je vais nettoyer tout ça. Et ce pneu, les Rosso 3 de chez Diablo, enfin de chez Pirelli. Alors pour faire un bon covering, un covering qui tient dans le temps, il faut avant tout dégraisser sa pièce et bien la nettoyer pour avoir un tac parfait. Le tac, c'est le petit bruit qu'on entend. Hein. Le vinyle sur une surface. Et là, le problème chez Ducati, c'est que quand ils font les bécanes, ils mettent une sorte de déperlant, un truc comme ça en fait, où la flotte n'adhère pas du tout sur la surface. Donc c'est bien, c'est beau, ça fait briller, c'est tout lisse, c'est nickel. Par contre, pour mettre un vinyle dessus, ça adhère beaucoup moins bien, puisqu'on a une sorte de pellicule de gras quelque part hein, sur la pièce. Donc je dégraisse bien la pièce en amont pour que le vinyle puisse bien coller dessus. Et après on attaque. Donc j'attaque ici avec la plus petite pièce de la moto, hein, la petite casquette de phare, pour me familiariser déjà avec le matériel, les matériaux plutôt. Donc voilà, c'est le petit 3M, la série 2080. C'est super sympa à installer parce qu'en fait, quand on va le voir dessous, là on est sur un mat métallisé. Alors je sais pas si vous allez bien y voir à la caméra, je vais essayer de vous le montrer au plus près. En fait, la colle fait des petits quadrillages dessus. Et en fait, ces petits quadrillages-là évitent les bulles, la formation de bulles sur la surface du vinyle. Donc c'est super intéressant, justement, pour avoir une surface parfaite. Hop.
J'ai recouvert toutes les pièces, il me reste maintenant le réservoir à couvrir. Là, on est au 2e jour de l'avancée de la préparation de la Ducati. On est toujours à poil, comme ça. Je me suis mis, enfin, la petite béquille, je vais enfin pouvoir bosser correctement sur cette bécane, parce qu'en fait, c'est un monobras. Donc il faut une béquille spécifique pour monobras. Et il y a un axe spécifique ici. J'en avais un avant celui-ci, c'était pour la, si je dis pas de bêtises, la Ducati 996. J'en avais un autre pour la MV Agusta, mais il n'y avait pas ça en fait, il en existe tellement d'un diamètre différent. À savoir pour la Diavel, c'est 40,6 mm, pas 40 mm, hein, 40,6, c'est très précis. Et puis bah du coup ça rentre parfaitement, ça me permet d'avoir la bécane vraiment bien droite et puis de pouvoir monter le pont et travailler dans des bonnes conditions. Bon, je m'attaque maintenant au réservoir qui va être une grosse pièce à faire. Très anguleux, à voir si je le fais en un seul morceau de covering ou en 2 morceaux. Il en reste quasiment plus, donc pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, on est samedi, donc personne à l'atelier, ce qui fait que Sharaf n'est pas là pour faire les t-shirts et je vais me mettre ici pour bosser correctement sur ce réservoir, puisque on est quand même sur une grosse pièce, il me faut de la place et il faut que je puisse avoir accès des 2 côtés d'une table. Donc là c'est parfait, je vais pouvoir bosser correctement, en plus on a une super lumière, je suis juste en dessous de la lumière, donc ça c'est nickel. Je mets mes petits gants en coton pour faire ça correctement sans laisser de traces et pouvoir appuyer sur le vinyle correctement sans faire de bulles, etc. Donc ça c'est super. Franchement, gants en coton, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler le vinyle. Alors, je m'installe correctement et on va... Je pense que je vais le faire en une seule pièce pour pas trop m'emmerder. En fait, encore une fois, c'est vraiment le fond, la couleur de fond dont j'ai besoin. Donc s'il y a des endroits où c'est pas parfait sur le réservoir, à partir du moment où on voit pas le rouge, il n'y a pas de souci, parce qu'il va y avoir encore un autre covering par-dessus qui va venir énormément camoufler. En fait, là, c'est vrai que je me fais chier pour pas grand-chose, parce qu'au final, tous les éléments que je vais venir mettre dessus, il va y avoir peut-être un liseré d'1 millimètre, même pas, entre chaque élément. Donc c'est juste pour ces petits liserés à la con que je me fais chier à mettre un covering complet sur la bécane, mais c'est ce qui va faire aussi la qualité de ce covering et la qualité de finition. Parce que si on avait des liserés rouges, comme je disais tout à l'heure, c'est pas top du tout. Donc il me reste encore un peu. Ouais, il m'en reste sans en rester, hein. On n'est pas non plus sur une grosse surface de dispo. Et ça c'est fait, on tombera pas plus bas. C'est ça qui est assez chiant, c'est que là quand on est tout seul pour poser ce genre de truc, c'est un peu casse-couille. Parce que là, on est quand même sur une surface qui est plus ou moins rigide, hein, le vinyle. Ouais, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur parce que là, on n'a pas des masses. Tac, on va couper ici. Vraiment pas pratique de faire ça tout seul. Mais bon, pas le choix. Il n'y a personne aujourd'hui. Et il faut que la bécane soit terminée pour la semaine prochaine. Parce qu'on a encore les tournages à faire, les photos, tous les montages, etc. Donc c'est ce qui prend un temps fou. Et là, du coup, pas le temps de rêvasser. On bosse le samedi. Je vais bosser aussi lundi, même si le lundi est férié. Mais au moins, on aura un concours qui sortira rapidement. Juste pour vous. On va dire qu'on fait pas les choses à moitié. Ce qui est chiant avec un élément comme celui-ci, c'est que ça va coller dans tous les sens. Ça va être une vraie merde à faire ça tout seul. Surtout quand l'élément, en fait, il est pas posé. Là, je peux pas le faire sur la moto. Je vais me faire chier avec le cadre de la bécane au milieu. Je vais pouvoir tourner le réservoir dans tous les sens. Mais comme avec les autres pièces, en fait, c'est des petites pièces très légères. Du coup, tendre un vinyle dessus quand t'es tout seul, il te faudrait 4 bras, en fait. Il faudrait qu'il y en ait un qui tienne la pièce, un qui tend, qui pose, et ça, c'est parfait. Sauf que c'est pas le cas. Je suis vraiment tout seul. Donc, sortir une pièce comme ça tout seul, c'est vraiment la merde. Je sais pas si je vais pas attendre d'être avec quelqu'un finalement pour faire ça, parce que j'ai pas le droit à l'erreur. Si je me plante complètement, je jette le vinyle et j'en ai pas d'autre. Il va falloir que je recommande 1 mètre carré complémentaire qui vaut 92 €. Donc clairement ça me ferait suer et encore attendre et encore perdre du temps. Sinon je fais comme j'ai dit et je le fais en 2 éléments, en 2 parties. Ça peut se faire aussi.
Bon, et bien ça y est, j'ai à présent terminé tout le covering noir sur la bécane. Ça m'a pris en tout 2 bonnes journées pleines. Je vous ai pas tout fait en timelapse sur le covering. Couvrir des pièces en noir, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, mais on en a rien à cirer. Donc, toutes les pièces sont ici. Elles sont toutes noires. Là, j'ai le réservoir complet qui est ici. J'ai le cul de sel qui est là. Qu'est-ce que j'ai encore? Il y a le devant qui est fait. Il y a le flanc ici aussi qui est fait. Donc, j'ai plus ou moins prémonté les pièces dessus pour voir comment ça rendait. Je suis bien content du rendu global sur le réservoir. Ça fait plastique, là on a vraiment l'impression d'avoir que des pièces en ABS avec le noir mat, donc je vous déconseille de faire une moto tout en noir mat, ça fera moche, c'est clairement pas beau. Mais maintenant, eh bien, on va lui coller tout ça. Donc j'ai fait le tri du covering de la bécane, hein. Donc là on est sur du Dabrabit, c'est Dabrabit qui fait ça, donc c'est les mêmes qui ont fait le kit déco pour la M1000RR. Celle qu'on avait fait gagner il n'y a pas bien longtemps. Donc on connaît bien la cam, c'est de la super cam. Et j'ai fait le tri par rapport au plan qu'ils ont donné. Donc on a toutes ces pièces-là. J'ai pas compté combien il y avait de pièces. Je vais le faire rapidement. Bon, on a 42 pièces. Il y a 42 pièces et je vais pas tout mettre. Parce qu'il y a des éléments qui vont cacher des pièces qu'on va apporter sur cette bécane. Ce serait dommage de les cacher au prix des pièces qu'on va mettre. Il y a des pièces Ducati Performance. Il y a du Rizoma. Donc c'est des pièces que j'ai pas envie de cacher sous du vinyle qu'il faut montrer. Donc voilà, allez c'est parti, maintenant je me lance dans le covering complet de la moto et après on installera des super pièces parce que j'ai des pièces de dingue qui viennent d'arriver de chez CNC Racing, de la vraie pépite, et j'ai envie de vous montrer tout le process de montage parce que ça va être assez sympa. Il va y avoir de la vidange moteur, il va y avoir du démontage de carter, etc. Ça risque d'être super cool. Et les bip bip que vous entendez, les gros tac, c'est Sharaf là-bas qui est en train de bosser. Salut. On t'entend pas, t'as pas de micro? Moi j'ai un micro, il est tout doux. Donc c'est lui qui fait le bruit dans toutes les vidéos que vous entendez à chaque fois. Bip 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 tac. Et bah c'est lui, faites-lui coucou, c'est Sharaf.bar. Avec lui on se tape trop des barres. The blackbird inside your chest that calls on you to cry. You decided it was time for him to fly out of the darkness and into the light, higher and higher out of sight. The whisper inside your heart tells you let go. Time to leave the past. You did what you knew. Slow down and rest. You've been through a war. No one can hurt you anymore. Behind closed eyes, memories unfold. Hidden secrets. There's a song inside your soul, waiting to be heard. Sing it aloud, you've written every word. Oh, out of the silence and into the unknown. Louder, louder, let go. Behind closed eyes, memories unfold, hidden secrets, shimmering gold. Behind closed eyes, where the shadows play, there's no looking the other way. Just let the music play.
blackbird inside your chest calls on you to cry. Petite pause sur le covering pour vous présenter les pièces qu'on vient de recevoir aujourd'hui. Il s'agit de CNC Racing. Je vais vous faire un petit topo de ce qu'on a reçu parce que c'est un peu Noël ici, hein. C'est des pièces, il y en a pour je sais pas combien. D'ailleurs, je vais sortir la liste des prix pour vous en parler. Voilà, je l'ai. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Pas faire gaffe au mec derrière, il est un peu chelou, mais faites pas gaffe au bruit aussi, c'est Sharaf qui travaille. On lui a dit d'arrêter de bosser, il veut pas. Ah, je vais pas commencer par ça. Si, je vais commencer par ça. Bah si, je vais commencer par ça. C'est le plus intéressant. Il s'agit d'un couvercle d'embrayage transparent, comme ceci. Ça, c'est magnifique. Donc, c'est un verre Lexan qui est posé dessus. C'est verre incassable. Voilà, je sais pas quoi dire de plus dessus. Il n'y a pas le joint dessus? Il n'y a pas de joint sur le carter, le joint. Alors ça, à la base, ça se posait facilement sur toutes les Ducati. T'as enlevé ton couvercle d'embrayage d'origine, tu remettais celui-ci. Allez, on va dire en 20 minutes, c'était bâché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Sur la V4, en tout cas, c'est pas le cas. Donc ça vaut, ce carter, ça vaut 286 €. Ça, c'est 286 €. C'est beau, c'est en aluminium, c'est taillé dans la masse avec le joli verre. On voit l'intérieur et tout. Enfin, c'est de la très très belle pièce. Donc ça vaut un bras quand même pour ce que c'est, mais ça fait son style sur la bécane. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait donner un style qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si on en voit de plus en plus. Mais sur la V4, la Ducati Diavel V4, vous allez comprendre pourquoi on ne voit jamais. Parce que pour installer ce carter transparent, il faut remplacer le carter d'origine complet du moteur par celui-ci, qui permet du coup d'enlever le carter d'embrayage et pouvoir mettre celui transparent à la place. Donc là, il va falloir vidanger le moteur, il va falloir faire énormément de choses pour installer ça, mais ça va se faire, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, je vais vous montrer toute l'installation, ça va être assez sympa, j'espère. Et ça, cette pièce-là, fait augmenter considérablement le prix de ton carter d'embrayage transparent. À la base, tu voulais mettre que ça. Donc on passe de 286 € pour le carter transparent à 720 € pour cette pièce-là. Donc on atteint les 1000 balles juste pour avoir un carter transparent d'embrayage. Tout à fait normal. Bref, on passe à la suite. Donc là, j'ai le plateau de pression. Donc ça, c'est ce qui va être visible sous le carter transparent. Plutôt que de laisser le carter l'embrayage, tout le système d'embrayage d'origine, qui est pas forcément très beau, c'est métal gris, vous allez voir. Je voulais mettre une pièce assez sympa, puisque ça tourne, c'est beau, quand le moteur tourne en tout cas. Et voilà, on est sur le plateau de pression, c'est celui-ci. On l'a pris couleur or, qui va très bien matcher avec la sellerie, que je vous ai pas encore montré, je vais vous la montrer. Et puis là, du coup, c'est cool parce qu'il y a même le roulement à billes qui est déjà intégré dedans. J'aurais pas à me faire chier à mettre le roulement à billes dessus directement comme certaines marques le proposent. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai cette petite pièce là, on est sur la bague de pression. Donc ça, c'est ce qui vient fixer, ça vient dessus en fait, directement, hop, sur le plateau. Ça vient tenir les ressorts qu'il y a derrière. Donc là, j'ai pris en noir pour que ça contraste un petit peu. Pareil, du CNC aussi. Bon, on a fait le tour des pièces et je remercie d'ailleurs EvoX Racing qui est partenaire de ce projet, qui nous a fourni toutes ces pièces. C'est notre fournisseur de longue date, ça fait des années, 8 ou 9 ans qu'on travaille avec. Donc ils ont pas hésité à nous faire un bon tarif pour toutes ces pièces. C'est très sympa. Maintenant, on va monter tout ça. On va faire ensemble le démontage et remontage de tout ce carter. Donc comme je disais, c'est assez chiant parce que normalement, on aurait juste ce carter-là à enlever du gros carter ici, en temps normal sur les Ducati, avec embrayage à sec. Là, on est sur le bain d'huile. Donc du coup, c'est un petit peu plus chiant puisqu'il faut changer l'intégralité de tout ce carter-là plutôt que de changer juste cette partie. Donc ça coûte forcément beaucoup plus cher. On a 1500 € quasiment sur l'ensemble des pièces CNC qu'on va mettre ici. Donc ça fait déjà un bon petit billet pour une bécane qui coûte déjà 30 000 €, je dois le rappeler. Donc pour le démontage, je vais prendre mes nouveaux outils tout neufs. Là, j'ai une nouvelle panoplie d'outils. Je vous explique même pas le plaisir que ça fait d'avoir des outils comme ça aussi neufs. L'avantage ici, et c'est ce que j'avais vu en amont, c'est que les vis sont pas serrées de dingue. Vous voyez, j'ai même pas une grosse pression à mettre dessus.
Hop, ça se desserre facilement. Bon, la durite ici, j'avais déjà desserré le collier en amont pour pas avoir à me faire chier. Hop, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a vraiment de partout. Là, ça tient, tout le carter est tenu vraiment bien. Là, on doit être sur un capteur de pression d'huile ou alors peut-être le capteur de vitesse. Je sais pas, il faudrait que je regarde ce qu'il prend ici. Voilà, donc j'ai toutes les vis de carter qui sont déjà prédesserrées. Ensuite, j'ai des écrous freinés. En fait, il y a un paquet de trucs à démonter. C'est pour ça que j'ai pas encore remonté toute la bécane avec tout le covering de la moto. Ça servira à rien parce qu'il va falloir que je redémonte tout pour accéder à ça. Donc on fera le montage de toutes les pièces juste après. Donc, je vais tout bien me mettre de côté. Il faut être méthodique hein, sur ce type de démontage là. Il faut rien oublier et il faut tout bien remettre comme c'était. En amont, si vous faites ça, prenez aussi une photo de l'ensemble, c'est toujours intéressant pour ne rien oublier. Ouais, vous voyez, c'est tous ces trucs là qui sont chiants. C'est que tu démontes un truc, il faut démonter autre chose, puis encore autre chose, puis encore autre chose pour accéder à cette chose. Donc c'est ce qui prend un temps fou sur le montage de ce type de pièces là. C'est le démontage et remontage. C'est... De toute façon, il n'y a que ça à faire hein, sur ces types de pièces, ça n'a pas 36 000 trucs. Bizarre ça. Une vis que tu dévisses, t'as l'impression qu'elle est encore plus dure quand tu dévisses. Comme si tu serrais. Pourtant, il n'y a pas de contre-écrou derrière. Oh, c'est pas possible, elle va péter dedans. Je suis obligé de l'enlever pour retirer ce carter à la con. C'est vraiment bizarre. Ah, pourquoi elle est aussi dure? Je déteste forcer comme ça sur une vis, surtout en la desserrant, quoi. J'ai l'impression que je suis en train de la serrer. Pourtant, on est en plus sur une utilité qui est pas énorme, hein, parce que c'est juste un carter plastique qui vient... C'est pour l'air en fait des ventilos sur le radiateur. Pourquoi c'est aussi dur? Qu'est-ce que je déteste forcer sur un carter, bordel. Sans doute du frein filé, mais quand il y a du frein filé, c'est dur au début, mais pas tout le long sur le... Je vois pas pourquoi ils auraient foutu du frein filé là-dessus. Si on dirait qu'il y a du frein filé fort. Pourquoi ils ont foutu du frein filé sur cette vis là? Aucune utilité de mettre du frein filé là-dessus. C'est une vis de carter alors que le carter en plus il est là. Enfin, je comprends pas le délire. Voilà, c'est retiré. Ensuite en dessous, qui font passe câble en même temps. Ça c'est qui vont là, celui-là il va là, celui-là il va. Donc on a libéré le câble qui passe là derrière, ok. On en a encore un ici. Je sens que ça va être encore une partie de plaisir à faire ça tout seul parce qu'il y a des câbles qui passent devant. Il va falloir tenir le truc et tout en même temps, ça va être bien chiant. Et autre chose aussi sur ces carters, c'est qu'il n'existe pas de joint. Même de base, en fait, on va le voir quand je vais le retirer, normalement, il devrait y avoir une patte à joint sur le carter. Donc une patte à joint sur un moteur encore là qui a 50 km, ça devrait potentiellement s'enlever correctement et encore parce qu'il a quand même chauffé en roulant. Donc ça devrait quand même être assez chiant. Mais voilà, c'est à savoir... Oh, encore un passe-câble. Faut pas que je l'oublie celui-ci. À savoir, il faut refaire un plan de joint parfait, tout nickel. Donc il va falloir que je brosse et tout. Je pense que j'en ai bien pour 2-3 heures de taf là-dessus. Ça c'est enlevé, ça c'est enlevé. Lui, il est enlevé. Il va empêcher de le faire sortir parce qu'il est aussi fixé ici. Décidément, ils aiment les vis hein, chez les Italiens. Alors bon, c'est réputé pour être vivant, une Ducati ça vibre. Hein. Tout est bien fixé là, c'est clair. Qu'on peut pas faire mieux. Là, tu vas me dire qu'ils ont foutu du frein filé. Non, je crois qu'ils avaient mis du frein filé aussi sur celle-là. Donc ça c'est celle qui est tout là-haut. Et ça c'est celle qui est tout en bas à côté de celle-là. Je les pose méthodiquement mes vis pour être sûr de où elles vont après à chaque fois. Dans tous les cas, comme je vous disais, j'ai fait des photos aussi avant, en amont. Comme ça je me plante pas. Bon maintenant il y a encore un contre-écrou ici qu'il faut pas oublier. C'est du combien? Petite photo. Ici ça passe. Après on a la grosse durite de reniflard aussi. Ah oui d'accord, c'est parce que c'est une vis comme ça. Une vis un petit peu spécifique en fait à cet endroit-là. Je croyais que c'était un contre-écrou en fait qui était foutu. Mais c'est carrément un goujon complet. C'est là où en fait ça vient se fixer dessus. Donc elle va ici. Et ensuite, tac tac tac, on va enlever lui. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas de marteau à inertie non plus, donc pour retirer tout le carter, j'espère qu'il va pas être trop collé pour pas avoir à galérer à le sortir et à taper dessus au maillet pendant 1 heure. Normalement ça devrait aller, mais vu que la moto est neuve. Donc du coup j'ai fait une vidange. J'ai vidangé l'huile moteur forcément pour enlever tout ça. Et l'huile était quand même déjà assez marron. Bon c'est normal, le moteur était neuf, donc il y avait déjà un petit peu de limaille dessus. Sur le bouchon de vidange, vu que le bouchon de vidange il est aimanté, bah tu vois toute la limaille très fine. Hein. C'est normal sur des moteurs neufs. C'est pour ça qu'il faut faire une vidange après le rodage. Hop, ouais c'est ça, c'est un capteur magnétique. Donc à mon avis, lui il doit capter la pression d'huile ou s'il y a de l'huile ou pas. Alors ça c'est enlevé. Tac, tout le tour. Hop, hop. La durite là-haut avec un tournevis plat, on devrait pouvoir la sortir. Ça c'est la durite de reniflard. Il n'y a pas d'huile hein, qui passe là-dedans. Les vapeurs d'huile qui passent par là. Tac. Donc lui après il est renvoyé dans la boîte à air pour que les vapeurs d'huile
puisse lubrifier le filtre à air. Normalement, si je dis pas de conneries, hein. Vous pouvez me reprendre si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Et allez, maintenant, on va s'enlever toutes les vis une par une. Normalement, elles devraient toutes avoir la même longueur. Si c'est pas le cas, je vais devoir me faire un carton avec la forme. Je vais juste les mettre les unes à côté des autres au fur et à mesure, sachant que je suis parti de celle à droite du bouchon de remplissage. Donc ça permet aussi de faire un tuto pour ceux qui souhaitaient faire ça sur une Ducati Diavel avec ses pièces. Oui, effectivement, elles n'ont pas la même longueur. Forcément. Le tauron dont je parlais en début de vidéo, il est là, le tauron qui fait chier. Le câble passe devant. Salut. Et toi? Ouais. Il doit y avoir un joint dessus. Ouais, il y a un caoutchouc. Hop, et il y en a une deuxième ici. Il y a un paquet de vis là. Ah. Bon, peut-être à tout à l'heure si je veux faire du vélo. T'as pas un marteau à inertie? Parce que bah le carter. Parce que il vient se fixer là en fait, tu sais. Et j'ai vu un mec essayer de l'enlever au maillet et tout, il en chiait. Du coup, il a utilisé son marteau à inertie. Et en se fixant là-dessus, c'est venu. Bah apparemment, de ce que j'ai vu, bah après sa moto, elle avait déjà pas mal roulé. Que moi, elle est neuve. Ça, normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher celui-là. Hein. Parce que moi, je l'ai dessus là. On n'y touche pas. Il y a même pas une notice. Faut faire gaffe ici. Hein. Ouais, mais je sais, j'ai déjà tout démonté. Là. J'avais ça, il y avait la durite là du reniflard. C'est un reniflard ça, hein. Parce qu'il n'y a pas... Vapeur d'huile. C'est à peine... Les vapeurs d'huile repartent dans le filtre à air. Ouais, putain. Ah, ça va être une galère, je le sens. C'est rien qui va bouger là. Hein. Oui, non, c'est sur ça que ça fait comme ça. Après, tu peux essayer... Parce que je peux toujours foutre une tige filetée dedans et puis me faire un faux marteau à inertie quoi, avec une poignée. Ah non, t'as la béquille. On va tapoter un petit peu de partout. On va essayer de décoller l'engin. Déjà, ça sonne creux comme ça. Quand ça sonne creux, ça veut dire que ça s'est plus ou moins démonté. Enfin, décollé en tout cas. Oh oui, ça vient. Je crois que je vais mettre bien le sopalin de partout parce que il me reste encore un petit peu d'huile dedans que j'ai pas pu vidanger correctement. Parce que la bécane, elle est en appui sur l'avant, hein, vu qu'elle est sur la béquille monobras derrière. J'en ai mis aussi sur l'échappement parce que ça va couler sur l'échappement, je le sais. Si on veut éviter que ça fume de partout. Qu'est-ce que je disais? Un cap qui me fait chier. J'avais raison. C'est toujours facile à enlever, mais c'est à retirer après que c'est compliqué. Enfin, à reposer. Hop là. Hop. Et voilà. Bon, finalement, non, il n'y avait pas tant d'huile que ça. C'était ce qui restait sur le hublot, mais il n'y a plus d'huile à l'intérieur, donc ça c'est cool. Bon, carter enlevé. Voilà, l'intérieur il est tout beau. Lui, il fera la décoration dans l'atelier parce que clairement, ça servira plus à grand chose maintenant. Tac. Ah, ça, c'est le padre qui doit m'appeler pour dire j'ai du joint. Oui, t'as de la pâte à joint? Ouais, et puis il faudrait que tu regardes, j'ai un marteau à inertie. Si t'arrives à bricoler quelque chose, mais parce que... Non, mais c'est bon, j'ai réussi à l'enlever sans. Bah j'ai la pâte à joint là. Ok, bah j'arrive, je vais venir la chercher. Ok, à toutes. Merci. Bon, il a de la pâte à joint, il me sauve la vie, ça m'évite d'aller en chercher. Enfin, il me sauve la vie. C'est de la pâte à joint. Je peux aller en chercher, mais là, j'en avais plus du tout. Donc, je vais aller en chercher. Il faut que je nettoie le plan de joint quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même vraiment de partout. Ça devrait s'enlever correctement. Et alors, le truc à faire gaffe, c'est qu'il n'y ait pas un seul morceau, comme ici, qui aille dans toute cette cascade de pignons. C'est magnifique d'ailleurs. Hein. Je vous ai pas montré en détail le truc. Je vais vous l'approcher. C'est magnifique. L'intérieur comme ça. C'est toujours fascinant à regarder l'intérieur d'un moteur, surtout un moteur comme celui-ci, un gros V4 qu'on connaît encore assez peu. Regardez ça à l'intérieur comme c'est beau. C'est vraiment de l'orfèvrerie, c'est de la mécanique de précision. Quand tu sais que tout ça, ça tourne et que ça se voit pas, c'est quand même con. J'aurais aimé en fait avoir tout le reste en transparent. Hein. Ça aurait pu être chouette d'avoir tous les pignons et tout ici aussi. Mais il y aura que ça, c'est déjà pas mal. Je vais aller chercher la pâte à joint, on va se démonter la cloche de pression là d'embrayage, on va remonter tout ça et après on va monter tout le reste. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Donc comme je disais, ce dont il faut faire gaffe, c'est ces toutes petites choses là. Ces bouts de caoutchouc qui sont, enfin de joint qui sont à l'intérieur et ça il faut bien les retirer parce que si ça tombe là-dedans, vous imaginez bien un morceau de joint dans les pignons ici, même si c'est du caoutchouc. Ça va pas faire du bien à la vitesse où ça tourne. Il y a aussi la chaîne ici. Il faut absolument qu'il n'y ait rien qui aille dedans. Donc là, ça va prendre un sacré petit temps. Je crois que c'est ce qui va prendre le plus de temps. C'est vraiment de nettoyer parfaitement le plan de joint pour enlever tous les excédents de joint et surtout avoir une surface, un plan de joint qui soit parfait pour avoir zéro fuite. C'est surtout ça qui est important. C'est zéro fuite sur ces moteurs.
Allez, maintenant on s'attaque au plateau de pression. Maintenant que tout le plan de joint est bien nettoyé, on va pouvoir remonter ça sans se prendre la tête. Et on va se démonter tout ça. Donc là on a déjà la bride du plateau de pression ici, avec nos fameux ressorts derrière. Je vais m'enlever ça, toute la merde du plan de joint. On va se remettre un sopalin tout neuf ici, comme ça on va pouvoir se poser. Donc avant que vous me posiez la question, le plan de joint je l'ai nettoyé avec une brosse laiton comme celle-ci. Comme ça on n'abîme pas la surface du plan de joint, on enlève toute la merde. Et au préalable, ce qui est bien, c'est de l'humidifier un petit peu avec de l'huile. Vous mettez un petit peu d'huile dessus, comme ça évite aux saletés de voler un petit peu partout, ça reste collé à la brosse. Au moins comme ça évite de rentrer dedans. En tout cas c'est ma technique, après chacun fait comme il veut. Mais c'est ce que je fais pour éviter d'avoir de la merde. Par contre les vis sont longues, hein. J'ai les doigts un peu gras de l'huile du moteur, un peu chiant. Ça glisse. Ça, les vis sont assez longues pour éviter que quand tu as fini de desserrer, ça te saute à la tronche. Alors ça, c'est fait. Comme ça, on vient le remettre exactement comme il était, même s'il n'y a pas réellement d'importance. Et notre petit plateau de pression. Éviter de faire venir les disques avec. Bon, lui, il n'est pas censé venir avec moi. Putain, c'est déjà bien dégueulasse là-dedans. Maintenant, je vais devoir enlever cette tige ici du roulement, hein, qui est, on la voit ici, en fait, c'est la butée de la tige de l'embrayage. Et celle-ci, il faut que je la retire pour la mettre sur le nouveau. Ici, on a déjà notre roulement à billes, hein, qui est là. On voit la différence. Il faut que je mette ce qu'il y a là-dedans. Donc ça va encore être une partie de plaisir, je le sens. Pour ça, on utilise un G. On utilise une masse du Seigneur et on tape dessus pour que ça sorte. Donc voilà, c'est une petite tige comme celle-ci qu'on vient mettre dans le nouveau. Par contre, le nouveau, je vais lui foutre un torchon là-dessous. Ça me ferait chier d'abîmer l'anodisation. Tac. Et par contre, pour remettre ça, on va utiliser une douille, hein, ni plus ni moins. Pour l'enfoncer, j'utilise une douille classique qui rentre dedans, qui tape sur l'épaulement et qui va me permettre de venir la mettre sans forcer. Là, on a entendu au bruit, on est bien embuté, c'est nickel. Notre truc, il est dedans, parfait. Ça tourne toujours aussi bien, on est content. Bon, je vais pouvoir monter ça maintenant directement sur la moto. Toi, tu vas venir ici, comme ça. On va le faire rentrer dans les gorges. Tac, il est dedans et on vient... Non, on vient pas remettre ça, parce que là, on a un nouveau plateau qui vient remplacer celui qu'on a là. Vous voyez, on avait ce vieux plateau dégueulasse. Et bien, on le remplace par celui-ci de chez CNC aussi, tout en aluminium taillé dans la masse, made in Italy. Donc puis, hop, non, d'abord les ressorts. On va faire tac, tac et tac. Ça dégage. Nos ressorts, ils vont venir comme ça. Et après, on vient mettre nos écrous, nos vis ici. Tac. Donc je suis parti sur du noir en fait pour contraster avec le or, parce que ça existe en or, ça existe en rouge, ça existe en aluminium, couleur aluminium. Donc vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Ça c'est des pièces, si vous voulez les acheter, vous nous contactez directement. On les a directement aussi sur notre site frenchmotoshop.com. C'est des pièces que vous pouvez retrouver chez nous. Et si vous êtes passé via le site, enfin via cette vidéo directement, il suffit de nous envoyer un petit message et puis on vous fera un petit code promo si vous voulez. Moi je m'achète une péteuse électrique, ça ira plus vite. Et maintenant on teste pour voir. Je vais devoir démonter. J'ai oublié ces petites clavettes, c'est les appuis des ressorts au fond de la cloche de pression que je vais devoir remonter. C'était pas forcément très grave, mais vu que c'est là, j'ai fait un check et ça manque. Donc il va falloir démonter. Voilà, c'est les petites clavettes qui vont à l'intérieur, ça vient se poser ici, mais dans le bon sens. Voilà, donc j'installe les autres, je remonte tout ça. On va passer maintenant au montage du carter complet. On va déjà enlever ça au préalable, notre carter avec notre fameux Lexan transparent. Et on a notre carter ici, sur lequel il va falloir mettre tout du joint tout autour, faire ça bien propre. Bon, je vais utiliser le joint Loctite qui m'a gentiment été prêté parce que j'en avais plus. Et on va mettre ça partout. Et après, je vais venir l'étaler légèrement sur la surface. Parce que c'est que il est quand même vachement pas top. J'aime bien quand les embouts sont très fins. Alors, ça paraît peut-être bête à dire, mais utilisez toujours un joint qui résiste à l'huile. Il y a des joints qui résistent pas à l'huile, ils vont pas coller. Ils vont se décoller avec le temps.
Donc utilisez toujours un joint qui résiste à l'huile. Dans tous les cas, c'est marqué dessus, hein. Vous avez toujours ce petit logo qui dit résiste à l'huile. Bon, lui, il va pas se barrer. Allez, on s'emmène ça tout tranquillement, en essayant de pas en foutre partout, en essayant de faire passer les câbles là où ils doivent passer. En fait, c'est ça le plus chiant. Et en essayant de pas foutre du joint de partout. Qu'il y en a qui ne passent pas trop dedans. Tu vois, est-ce que tu crois que tu peux m'aider là, s'il te plaît? Quand je vais foutre du joint de partout, ça va être une vraie merde. Je vais mettre le carter, mais il y a de la pâte à joint tout autour là. Et il faut, tu vois, quand j'ai commencé à mettre, j'en touche déjà de partout. Donc en fait, il faut... Tu vois, il y a tous ces câbles et tout, tous ces trucs là, il faut que tu puisses les décaler pour pas qu'ils me fassent chier quand je vais les mettre. Tu vois le truc? Maintenant, il est en position, il n'y a plus qu'à serrer. Je vais installer la cloche tout de suite après. C'est parti. Je m'apprête à mettre le carter transparent sur la bécane. Donc à savoir, il y a un joint à mettre dessus hein, qui est livré avec dans tous les cas. Et ce joint spécifique vient rentrer dans une gorge. Et ils sont toujours plus petits, les joints. Je sais pas pourquoi, c'est toujours petit. Et du coup, quand tu le mets dedans, il ressort de l'autre côté. Tu le remets là, il ressort de l'autre côté. Super chiant. Donc petite astuce, tu mets de l'huile dans la gorge ou sur le joint directement, il va venir se coller dessus, ce sera beaucoup plus simple pour l'installer, sinon tu vas passer un temps fou à essayer de le mettre et ça va être la merde. Alors, les vis sont aussi fournies avec, donc ça c'est cool. Puis heureusement, parce que sinon je sais pas quelle vis j'aurais utilisé vu qu'il n'y en avait pas d'origine. Oh, ça va être beau, je suis super content. C'est cher, mais ça vaut le coup, pour avoir vraiment un look de dingue. En dessous, pour que ça plaque bien, pas que le joint se barre. Oh là là, la gueule que ça fait. Je crois que je l'ai bien fait de le prendre couleur or. Parce que, à la base, je voulais le prendre en noir, comme tout ce que je fais à chaque fois, je vais le prendre en noir. Mais le problème sur des accessoires comme ceux-là, c'est que c'est beau quand tu es devant la bécane, quand tu la vois en vrai. Sur les photos, malheureusement, tu vois pas les accessoires quand ils sont tout noirs. Tu vois un ensemble de la moto. Et quand ils sont de cette couleur, il y a un impact visuel. D'ailleurs, pour ça qu'on l'a fait en bleu, cette Ducati. C'est que, bah déjà, c'est sympa, c'est joli. Mais il y a surtout un gros impact visuel derrière. C'est que tu la remarques tout de suite. Une Ducati rouge, tu vas la voir, forcément c'est rouge, mais tu as l'habitude d'en voir, donc tu t'arrêtes pas forcément dessus. Tandis que bleu, t'en vois jamais. Et quand il y a une Ducati qui est bleue, ben elle marque tout de suite les esprits. C'est pour ça que je l'ai fait de cette couleur. Hop, allez, serrage en étoile maintenant. Tac, voilà, je crois qu'on est bon. Et maintenant, place au garde-boue avant à changer. On aurait pu garder ce garde-boue avant qui était noir, qui aurait pu coller avec le reste de la bécane. En plus, le kit déco s'installait aussi dessus. Mais on s'est fourni chez Esteem Moto, donc la concession Ducati où on a acheté cette Ducati, un garde-boue avant tout en carbone de chez Ducati Performance. Donc c'est des pièces qui sont fabriquées en Union Européenne et qui sont fabriquées par Léovin. C'est exactement, vous savez, ceux qui font entre autres les échappements. C'est eux qui fabriquent ça. Donc on est sur un joli garde-boue satiné. On voit l'intérieur de la fabrication, le tressage, etc. Donc c'est un très beau garde-boue. Et en termes de poids, parce qu'on va quand même parler de poids vu qu'on change une pièce par une pièce en carbone, sur celui-ci on est quasiment à 450 grammes le garde-boue. Et là on passe à 230 grammes. Donc on divise quasiment par deux le poids, enfin on divise même par deux largement, le poids de ce garde-boue. Donc c'est super, c'est cool, même si on ne cherche pas forcément d'alléger cette moto qui est assez bestiale, elle fait un peu plus de 200 kg, c'est quand même ça de prix, surtout qu'on va en installer encore une autre au niveau du réservoir, mais d'abord, montage de celle-ci. Et voilà, c'est tout beau, c'est nickel. Par contre, comme vous avez vu sur le timelapse, j'en ai bien chié. Il n'y a que 4 vis, enfin il y a 5 vis à mettre en tout. Et là, derrière, en fait, c'est la fixation des Duritavia, celles qui font le pont et celles qui passent juste au-dessus. Et en fait, ça vient de se fixer avec un écrou ici, mais genre t'as pas la place en fait pour venir le mettre et contre le pneu. Donc c'est parfait quand t'as enlevé la roue, mais quand t'as pas enlevé la roue, c'est la merde. Donc voilà, ça pour dire. C'est jamais très simple, même pour un simple garde-boue. Bon, maintenant je vais la descendre et on va installer une autre pièce de chez Ducati Performance qu'on a pris aussi chez Esteem Moto.
et c'est le dessus de réservoir et bouchon de réservoir aussi. Donc là, on va avoir le dessus de réservoir qui prend ici, et le bouchon, par contre, le bouchon, c'est du Rizoma. C'est pas un bouchon Ducati Performance, ça n'existe pas. Donc un bouchon Rizoma qui va s'installer dessus, ça va être sympa parce que normalement le bouchon, on était gris, même si on avait un covering aussi qui allait par-dessus, on allait voir le gris autour, enfin ça allait pas être très très beau. Là, c'est un bouchon tout beau, tout neuf, et je vais vous montrer ça tout de suite. Et bien voilà les pièces en question. À la base, c'était celle-ci qui vient sur le devant du réservoir. Je l'ai pas couverte exprès puisqu'on avait cette pièce tout en carbone aussi de chez Ducati Performance. Super belle pièce aussi, super légère et qui va venir en lieu et place de l'origine. C'est ça qui est top. Donc ça vient là, ça vient ici. On appuie fort pour le faire rentrer dedans. Tac et tac. Plus qu'à visser. Là par contre c'est très rapide. Hop. Et voilà, comme ça on a notre petite touche carbone avec le reste en noir mat, en bleu mat. C'est super joli. On vient installer maintenant le bouchon de réservoir, un Rizoma. Donc c'est du Ducati by Rizoma. Il y a même le prix derrière encore, 266 €. C'est pas donné pour un bouchon, et c'est un bouchon que tu peux même pas acheter sur internet. Si tu vas sur Rizoma, le produit il existe, tu peux pas l'acheter. Ils te disent d'aller directement en concession Ducati pour acheter ce bouchon. Alors je sais pas pourquoi, hein, ça doit être un accord entre eux, je sais. Alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir les vis de fixation, forcément. On a le beau bouchon qui est là, sympa, hein. Avec l'écriture aussi Ducati by Rizoma sur le bouchon. Bon, il y a la petite touche rouge qui a pas forcément collé avec la bécane, mais bon, ça on peut pas y changer. Je vais peut-être essayer de mettre un covering dessus, on va voir. Hop. Ensuite on a la collerette pour la fixation. On a un joint et ceci, ça doit être la clé. Ça c'est une clé de bouchon, parce que du coup vu qu'il n'y a pas de clé, il n'est pas verrouillé à clé comme le bouchon d'origine. Là on a une clé, donc c'est sympa parce que c'est une clé avec le logo de Ducati, comme ça. Donc elle se met sur son porte-clés, donc ça fait une clé en plus, c'est chiant. Et avec le petit ergot au bout. Et ce petit ergot là, il vous permet tout bêtement d'ouvrir votre bouchon. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc tu mets, ouais, il faut certainement qu'il soit posé. Ouais, c'est plus simple quand il est sur la moto parce qu'il faut appuyer dessus. Bon, je monte ça comme ça, on va voir à quoi ça ressemble et on va pouvoir le tester. Comme d'habitude, pas de montre d'emploi, tu te démerdes. Comment ça se monte? Mais t'as aucun trou qui tombe en face. Si, comme ça. Ah non, t'as aucune notice quoi. C'est démerde-toi, on te fout des pièces, tu sais même pas à quoi ça sert. Et tu te démerdes, tu vas te monter ça comme un con. Bon, on va procéder par élimination. On va réfléchir. Ça, on voit bien que ça peut pas se poser tout seul comme ça. Et ça va pas venir par-dessus. Ça serait con. Quoique ça ferait joli par-dessus. En banne, s'il est ouvert, c'est qu'il doit supporter un écrasement, je suppose. Si ça se trouve, il se monte même pas dessus. Hein. Je comprends rien. En plus, ce joint, il sert à quoi? Oh là là, putain. Alors, je suppose qu'on fout ça dans le sens. Le joint, là, j'ai aucune idée d'où il va se foutre parce qu'il n'y a aucune gorge où il peut se poser. Ni qu'il va se foutre au fond, je pense. Il se met au fond de ça. Ouais. Bizarre. Bizarre parce qu'il est vachement enfoncé dedans et il n'est pas affleurant. Peut-être qu'après, en foutant ça, ça va me le pousser. Et que les vis, elles ont un épaulement. Ça va, c'est quand même bien la première fois que je plante sur un bouchon de réservoir. Je pense que ça va être ça, hein. Ça va l'écarter après dedans, puis ça empêchera de bouger, j'imagine. Par contre là, ils tombent pas du tout en face du trou. Alors pas du tout. Ah, là ils tombent tous en face. Et non, je comprends toujours pas. Faut peut-être réutiliser une partie du bouchon d'origine. Bizarre. Bah si, je pense en fait. Je pense qu'en fait, il faut récupérer une partie du bouchon d'origine pour pouvoir l'installer. C'est bien la première fois en fait que je monte un bouchon Rizoma, donc j'en ai encore jamais fait jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être, ça serait peut-être plus logique. C'est con, ce serait logique. Parce qu'au prix du bouchon, sérieusement, réutiliser une partie de l'origine et du coup cannibaliser ton bouchon que t'aurais pu garder ou revendre ou peu importe, c'est du Rizoma quoi. Rizoma c'est des pièces de bonne qualité, mais alors là déjà, quand t'as zéro notice pour ce genre de truc. Attends, je suis loin d'être con, j'en ai monté des pièces, hein. Mais quand tu butes comme ça sur un montage de pièces, faut un minimum une notice, quoi. Pourtant pas compliqué, une notice d'une page, tu dis, il faut récupérer le bouchon d'origine, tu le places comme ça, et puis voilà. Avec 2 images, t'as compris. Mais là, il y a zéro mécanicien, là on est que sur des ingénieurs hein, qui produisent ce genre de pièces. On en revient toujours au même truc. Alors, si là, j'ai mon truc comme ça, j'ai enlevé toutes mes vis, et à mon avis ça va être ça, c'est pour ça qu'on a un épaulement. C'est parce qu'on vient récupérer l'épaisseur de la bague d'origine. Putain, il fait une chaleur là. Alors hop, là si je fais ça comme ça,
Ça veut dire qu'il faut que je mette mes bagues ici. Putain, y a pas un trou qui tombe en face à chaque fois. Alors là, comme ça, c'est logique comme ça. Parce que ça vient là-dessus, mais il n'y a toujours pas l'épaulement qui sert à quelque chose. Donc, il part en dessous. Non? Si, comme ça. Eh oui. Ouais, donc en fait, ça vient. Vous gardez ça d'origine. En dessous, vous venez mettre la collerette en alu qui est livrée avec. Elle est ouverte en fait parce qu'il y a ça qui gêne. Donc là, ça vient comme ça. C'est bien pensé, mais alors putain, il faut réfléchir un moment. Ça doit venir ici. On se fixer comme ça. Et après, je suppose que le joint va venir se mettre sur le bord. Va s'installer comme ça. Le joint. Il est où le joint? Perdu le joint. Qu'est-ce que j'en ai branlé le joint? J'ai l'impression que je bosse dans un truc qui fait 200 mètres. Putain, mais c'est un truc de ouf quand même là. Putain. Un joint, bordel. Il était énorme en plus. Sûr que je l'ai oublié au fond. Sûr et certain. Je cherchais le joint. Je l'avais laissé au fond. J'en ai remonté, démonté des trucs sur cette boîte. Logiquement, on va être bon. C'est bien ça. On a récupéré le système d'origine. Parce qu'en fait, c'est un système anti-régurgitation. Ça évite à l'essence de revenir. En fait, il y a une sorte de gorge dedans. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont préféré garder le système d'origine. Le joint. Je dois remonter les trucs. Une gorge ici. Alors c'est joint à la con, mais là je vais pas pouvoir lui mettre de l'huile pour qu'il colle et qu'il tienne partout. C'est chiant ces grands joints toriques. Ça tire rarement dans la gorge et puis du coup tu le pinces quand tu le montes. Hop, allez, ça bouge plus. Dans ce sens. Et ben voilà, c'était ça. Donc bien penser à récupérer le système d'origine du bouchon. C'est pas un bouchon qui vient se mettre en lieu et place de l'origine. Il vient récupérer une partie de l'origine. Ce que j'aime pas trop en fait, j'aime pas récupérer cannibaliser les pièces d'origine pour mettre des nouvelles pièces par-dessus, c'est pas forcément ce que j'aime faire le plus. Parce que du coup, ta pièce d'origine est plus utile, elle sert à rien. Et j'aime pouvoir récupérer des pièces d'origine, soit pour les revendre derrière, soit pour garder au cas où, hein, pour la revente de la moto, pour tous ces trucs-là. Parce que l'accessoirisation, c'est bien, mais la plupart du temps, les mecs aiment acheter des motos complètement d'origine. Même les échappements et tout, il faut garder ces pièces. Il faut éviter de les revendre. Et serrage d'étoile maintenant. Comme la forme de ce bouchon, le joint a l'air d'être bien en place. Voilà. Maintenant, on va utiliser la clé parce que tout le système du bouchon, il est à l'envers. Il se lie pas dans le bon sens. Joli bouchon. On est sur un beau petit truc en aluminium. L'intérieur est beau aussi. Je vais vous montrer ça. Ouais, on est quand même sur un système où le bouchon, il est pas l'écriture du bouchon n'est pas en face du pilote. Ça, c'est le genre de truc qui me stresse grandement. J'aime pas ça. Allez, hop, ou la clé, le double dans la boîte. Le gagnant repartira avec son double de clé et je vais mettre la clé du bouchon ici. On se rajoute une clé au porte-clés et voilà. Voilà notre belle petite clé avec son porte-clés Ducati. Et pour vous montrer en détail à quoi ça ressemble là-bas-dessous. Donc on appuie pour l'ouvrir, on tourne, on retire et voilà. C'est beau, c'est tout allé dans la masse, c'est tout usiné, c'est magnifique, magnifique. Alors du coup quand tu l'as placé, et bah t'as le Ducati qui est pas centré. Pas bien grave. On s'en remettra. Alors, avant de faire le remontage total de la bécane, je voulais quand même vous montrer le travail de notre sellier sur cette selle de dingue. C'est donc Gats Sellerie Gate emboyé qui fait ça. Vous pouvez le retrouver sur Saint-Romain de Jaillonnas dans le 38, du côté de l'Oyette, hein, pour ceux qui connaissent. Et il fait des selleries de dingue. En fait, on travaille avec lui depuis plus de 10 ans maintenant. Il avait arrêté un petit moment, donc c'est pour ça qu'on vous en parlait plus. Mais là, il vient de reprendre son activité. Voilà, ça c'est ce qu'il est capable de vous faire sur une sellerie de Ducati Diavel, mais il est capable de faire ça aussi sur toute autre bécane. Donc on voit vraiment la finesse du travail, la symétrie parfaite du design. Tout tombe vraiment pile poil. Et on a fait, c'est lui qui l'a fait, on a eu l'idée tous les deux de faire ce design très sportif, en fait, tiré des selleries des Lamborghini, avec un dessin plus large sur le centre de la selle, parce que c'est quand même une selle qui est très large. Donc à la base, on voulait juste faire une ligne au milieu où il n'y a pas de dessin, et finalement, il a choisi de faire ça, ce qui rend vraiment la selle complètement unique, avec un design super sympa. Donc sur le côté, on a un grain antidérapant, et après, on a une imitation Alcantara. C'est pas du vrai Alcantara, sinon ça s'userait beaucoup trop vite. On a une imitation Alcantara, ce qui vous permet vraiment d'avoir une assise non glissante, ce qui vous permet vraiment de gripper sur la selle. Et pareil, il a fait aussi l'arrière. Il n'y avait pas forcément besoin, parce que il y a la coque de selle qui va venir dessus, mais il l'a fait quand même pour avoir la surpiqûre jaune dessus. Donc on a vraiment un suivi parfait là sur cette selle. Je suis super content, j'ai vraiment hâte de voir le résultat sur la bécane avec le kit déco. Donc petit timelapse maintenant pour vous montrer l'entièreté du montage des pièces sur cette bécane. C'est parti.